Merci aux personnes connectées. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur un nouveau webinaire Instant Capacité sur cette thématique de la déclaration des événements indésirables. Donc, la sécurisation des parcours patients après une hospitalisation notamment est un enjeu, voilà, majeur, et qui concerne tous les pros de santé et les institutions, notamment en lien avec l'hôpital. L'identification et la déclaration de ces événements indésirables constitue donc un levier assez important pour améliorer la qualité du soin. Euh, voilà, c'est pour cette raison qu'on a voulu organiser un webinaire sur ce sujet. Nous allons évoquer notamment les événements en lien avec le retour à domicile après les hospitalisations. Voilà, donc toujours dans cette optique de mieux sécuriser le parcours patient et puis d'outiller concrètement les pros de santé pour qu'ils puissent avoir des outils de déclaration et de suivi de ces événements. Euh, Nous serons accompagnés donc dans le cadre de cette réflexion pour mieux comprendre ces enjeux par nos intervenants. Donc je remercie d'abord et puis je vais présenter. Donc la première présentation elle sera assurée par Monsieur Emmanuel C. Donc conseiller partenariat et en chargé de la qualité Horeca, le réseau qualité d'Idéal à la santé. Donc, il nous parlera un petit peu du rôle du RECA et puis les outils de déclaration, le suivi des événements conçus pour accompagner les pros de santé. Ensuite, Madame Tomé Hélène va intervenir. Donc, Madame Tomé, chargée de mission en qualité coordination de l'ERAGE. Alors, si je me trompe pas, c'est l'équipe régionale d'appui à la gestion des événements indésirables. Que vous allez avoir le temps de revenir là-dessus, je pense. Et on finit avec la présentation de ma collègue, donc Sabrina Larrière, directrice de la CPDS Capacité Besançon et Métropole, pour nous parler des circuits locaux de déclaration d'événements indésirables liés aux sorties d'hospitalisation. Si tout est bon, je vous passe la parole, Monsieur C, pour commencer la présentation, et puis je vous laisse partager votre écran. Oui, alors je prends la main sur le partage, Emmanuel, Ouais? hein. Ok, allez, moi j'arrive. Si je retrouve l'option, oui, c'est là. Emmanuel C, je suis un des chargés de mission du RECA, Réseau Qualité Bourgogne-Franche-Comté, et je vous remercie de nous permettre de nous présenter parce qu'on est plutôt connu dans le secteur sanitaire, on commence à l'être dans le secteur médical, mais on l'est moins dans le secteur de la ville et des soins de premier recours. Alors, le RECA, c'est un réseau qualité qui a été créé en 2002 parce que dans les établissements de santé, il y avait mis en place des nouvelles certifications. On n'avait pas de compétences qualité dans les établissements de santé. Et l'esprit de ce réseau, c'était de mutualiser des compétences issues d'établissements pour co-construire ensemble des travaux et éviter de réinventer chacun de son côté voilà, des éléments de construction d'outils, d'enquête, etc. Donc 2002, le RECA est créé pour le champ du sanitaire. 2011, on a développé une, une, euh, un champ sur le secteur médico-social parce qu'il y avait cette évaluation dans le champ médico-social qui se mettait en place aussi, pilotée par la Haute Autorité de Santé. Et puis, 2017, on a commencé à faire des expérimentations sur la ville, particulièrement avec les maisons de santé. Alors, le réseau qualité, c'est une structure régionale d'appui à la qualité de sécurité des soins. On était initialement un groupement d'intérêt public, mais on a bénéficié d'une nomination par l'Agence régionale de santé avec des missions très spécifiques dans les différents champs sanitaires, médico-social et ville. Il existe d'autres structures régionales d'appui, telles que le CEPIAS pour le risque infectieux, l'OMEDIC pour le médicament. Le RECA, c'est une structure régionale au même titre que ces structures-là, mais on n'a pas une expertise métier. Notre expertise, elle est sur l'accompagnement en méthode qualité et à la gestion des risques. Et dans le cadre de cette structure, RECA, on a une équipe spécifique, RH, qu'Hélène va présenter. Dans le cadre de cette désignation par l'ARS, on a pu bénéficier d'un contrat d'objectifs et de moyens avec l'ARS, un CEPOM, et donc on a des missions spécifiquement sur les trois champs, dont une mission à destination de la ville, d'accompagnement de groupes de travail et puis d'accompagnement aux événements indésirables.
Voilà. Sinon, on fonctionne avec des adhésions d'établissements et de structures qui payent une cotisation et on les accompagne sur des projets spécifiques qui sont complètement dédiés. Pour ce qui est du champ du contrat d'objectifs et de moyens qu'on a signé avec l'agence à destination des professionnels de ville, l'agence a souhaité qu'on mette en place des travaux collaboratifs avec plusieurs CPTS autour d'une approche méthodologique ciblée. Donc, votre CPTS a participé sur des travaux. Donc, en 2024, on avait un groupe de travail avec participation de 3 CPTS où on a co-construit un guide pour mettre en place une des méthodes d'analyse des pratiques professionnelles sous forme de staff équipe professionnelle. Dans ces staffs, on décrit toute l'organisation, mais ces staffs peuvent être un espace d'analyse de dysfonctionnement. À l'époque, il y avait cette maturité qui était encore à acquérir et il n'était pas pertinent de parler d'analyse d'événements indésirables, mais ça peut être aussi une structuration pluriprofessionnelle avec des compétences multiples et on va, dans cet espace-là, pouvoir analyser un dysfonctionnement pour qu'il se reproduise. Donc, ce guide, même s'il a été construit avec 3 CPTS, la vocation comme une structure régionale, c'est que ce guide puisse être mis à destination de l'ensemble des CPTS, ce qui a été fait dans la mesure des listes de diffusion que l'on a, et l'ARS avait fait un article pour valoriser ce travail en région. Le deuxième groupe de travail qu'on a initié, votre CPTS y participe, voilà, tourne autour de l'approche patient-traceur. C'est une approche qualité où on va réaliser un entretien avec une personne accompagnée sur un parcours chronique et ensuite on réalise un entretien avec les professionnels ville et hôpital qui vont accompagner le patient sur ce parcours. Donc on s'est réunis 3 fois sur la fin de l'année pour refaire toute la recherche bibliographique, documentaire, etc. Essayer de formaliser des éléments de l'étape du parcours et on travaille en ce moment sur les grilles d'entretien pour conduire cette méthode. Voilà, ça, c'est un des aspects de notre CEPOM à destination de CPTS, dans des groupes de travail pour des approches méthodologiques, mais on a un axe spécifique sur les événements indésirables. Et là, je vais laisser la parole à Hélène Thomé, qui est, dans le RECA, la coordinatrice de notre équipe RH. Merci, bonjour à tous. Donc, merci pour votre invitation, donc, qui nous donne l'occasion effectivement de présenter les missions du RECA et notamment de l'ERAGE. Donc, l'ERAGE, c'est l'équipe régionale d'appui à la gestion des événements indésirables associés aux soins. J'ai un petit temps de latence par rapport au passage des diapos. Ah, ça y est. Donc, on a différentes missions. Ah oui, tout d'abord, donc l'équipe, on est composé de différents professionnels. On a des médecins, pharmaciens, des soignants, des ingénieurs qualité, qualité gestion des risques. Et donc, comment on intervient? Donc, on intervient sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté, auprès des établissements adhérents et non adhérents. Donc, au niveau du RECA, les missions RECA, les projets sont tournés vers les adhérents, mais les missions de l'ERAGE, c'est vraiment tout établissement sanitaire, médico-social et également les soins de premier recours et la ville sur la thématique des événements indésirables. Donc, différentes méthodes d'accompagnement. La première étant l'accompagnement des établissements ou des structures à l'analyse systémique, ou on l'appelle aussi l'analyse approfondie des causes. Donc là, c'est suite à la demande d'un événement indésirable, suite à la survenue d'un événement indésirable, on intervient à la demande de la structure, donc d'un établissement ou d'une CPTS par exemple. On intervient sur site pour animer la séance d'analyse systémique qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé et de proposer, de faire des propositions d'action d'amélioration. Cette séance se passe en présence des professionnels concernés par l'événement et à l'issue de la séance, on vous remet un compte-rendu anonymisé dans les 15 jours qui reprend notamment les différents constats et les pistes d'action d'amélioration. On a aussi une mission plutôt de formation au niveau des événements indésirables. Alors, on a développé des formations spécifiques pour les professionnels de ville, qui sont des formations qui se passent en e-learning, donc à distance. Une première sur la détection et le signalement, donc qui fait plutôt écho aux définitions des événements indésirables pour prendre en main cette thématique, identifier pourquoi on s'intéresse aux événements indésirables, l'intérêt.
Donc une première partie en e-learning et une deuxième partie en classe virtuelle d'environ 1 heure et demie, où là, l'objectif, c'est de revenir sur les notions, de pouvoir répondre aux questions, mais aussi faire des partages d'expériences entre les différents participants à la formation. Et une deuxième formation qui s'appelle donc analyser les événements indésirables, qui là est un cran un petit peu plus au-dessus, où là, on va vous former à la méthode d'analyse d'un événement indésirable. Donc, qui vient plus dans un second temps, où là aussi, on retrouve une partie en e-learning et une partie en classe virtuelle, donc que l'on anime pour répondre notamment à vos questions. On propose aussi au niveau de l'ERH des formations sur site. Donc, on peut venir au sein d'une CPTS ou on peut aussi aller dans les structures. Et là, vous retrouvez des formations sur l'analyse systémique avec la méthode dite ALARME, donc analyse approfondie des causes en cette famille. Et puis, une formation sur les comités de retour d'expérience, donc appelés les CREX. Là, j'y reviendrai si vous avez des questions sur ces formations-là. Ensuite, comme on a un réseau, on essaie au maximum de proposer des actions qui permettent le partage d'expériences. Donc, on anime notamment un challenge sur les événements indésirables, donc qui est en cours, qui est reconduit chaque année et qui permet aux établissements, mais également aux professionnels de ville, de partager un événement indésirable qu'ils auraient pu analyser. Donc, l'objectif, c'est via une trame spécifique, de proposer l'analyse qui a pu être faite. Et à partir de ces différentes analyses recueillies, nous, on a un barème de cotation et on remet un prix à l'analyse qui nous a paru la plus complète, la plus pertinente. Des autres temps de partage qu'on appelle les PEX sur CREX. Donc là, ça se passe en visio. On a 3 rendez-vous dans l'année et on définit une thématique et ça permet aux établissements de présenter un événement qu'elles ont pu analyser sur la thématique et aux établissements qui assistent de venir se nourrir de l'analyse réalisée, mais aussi des enseignements qui ont pu être faits. Et en interne, ça permet ensuite de questionner les pratiques. La prochaine du vendredi 27 février, elle a pour thématique le défaut de communication interservice, interétablissement. Donc, ça peut être aussi intéressant pour les professionnels de ville parce qu'on va mettre l'accent sur les défauts de communication entre différentes structures. Et puis, on produit aussi des fiches partage. Donc, en fait, à l'issue des différents accompagnements qu'on peut faire, quand on a pas mal de matière sur une thématique, par exemple les chutes, les fausses routes ou le défaut de communication, on essaie d'en faire des cas d'école où tout est anonyme, où on construit un cas de toute pièce, mais en se nourrissant un peu de nos expériences, pour produire une fiche qui reprend le déroulé d'un événement indésirable et l'analyse qu'on a pu en faire avec les facteurs contributifs, les barrières identifiées, mais surtout les pistes d'amélioration qui, encore une fois, peuvent nourrir vos pratiques, donner des idées pour chaque professionnel. Et puis, comme l'a dit Emmanuel, donc on est une structure régionale d'appui, donc une SRA, et donc on fait partie du REVA, du réseau régional de vigilance et d'appui, qui est piloté par l'ARS, qui se réunit régulièrement, notamment pour coordonner les différentes actions des autres SRA, donc comme le CEPIAS, l'OMEDIT, les CRPV, les centres d'addicto, centres antipoison. Voilà, à partir des différents signaux qui auraient pu être recueillis au niveau de la région, on essaie de proposer des actions régionales en lien et en réponse aux différents signaux qui ont pu être identifiés. Donc voilà pour le zoom de l'ERH. Donc on a aussi une plaquette qui est disponible sur notre site internet. Je vais me permettre d'ajouter parce qu'on parle beaucoup de l'ARS et ça amène souvent des craintes et on l'a connu dans les établissements et voilà. Certes, on est structure régionale d'appui, certes, on a un CEPOM avec l'ARS, certes, on participe au REVA, mais lorsqu'on intervient sur des soutiens logistiques, méthodologiques, quelles que soient les thématiques, les éléments que l'on aborde restent propriété de la structure, on les soumet à la confidentialité. On fait des remontées d'informations à l'ARS qui sont sur le nombre d'accompagnements réalisés, le nombre d'analyses réalisées, des grandes typologies, mais à aucun moment les analyses que l'on peut vous proposer, les rapports ne sont communiqués à l'agence.
ça me semble important. On est là en soutien méthodologique, on vous propose on vient animer parce qu'on maîtrise la méthode. À partir des données que vous vous proposez, on vous propose un compte rendu. Charge à vous ou pas de le diffuser à l'ARS ou pas, ou de le modifier ou de l'ajuster. Nous, il n'y a aucune donnée qui remonte par le récalérage à l'ARS. Oui, oui, oui. En effet, c'est bien de le préciser avec oui, avec d'autres mots. C'est pour ça que vraiment on intervient à la demande de l'établissement. Et ensuite, le compte-rendu, il est remis à l'interlocuteur que l'on a eu, qui a fait la demande. Mais on n'a pas du tout de lien direct sur les analyses menées auprès de l'ARS. Ensuite, on vous a mis quelques diapos, mais que je vais passer. Vous les aurez du coup sur le support, qui reprennent en fait les fiches pédagogiques relatives aux formations que l'on vous propose. Donc la première formation qui est la détection et le signalement des événements indésirables. Comme ça, vous retrouverez dans les diapos les objectifs. Hein. Donc cette première qui est plus sur des éléments de définition, en comprendre l'intérêt, savoir identifier un événement indésirable. Avec des petits cas, on a essayé de faire en sorte que les e-learning soient dynamiques. Donc il y a des petits questionnaires, des petites mises en situation. Donc vous êtes actif et il faut répondre à quelques questions. Alors, comme Donc c'est l'évoquait e-learning. Hélène, pardon. Enfin, c'est quelque chose qu'on propose, cette formation détection et signalement, depuis maintenant, ça va être la troisième année. Donc, on la propose habituellement en inter-CPTS. Donc, on a eu principalement des coordonnateurs de CPTS qui ont pu suivre cette formation. Comme le disait Hélène, l'intérêt, c'est d'être à plusieurs, ou d'être plusieurs CPTS, notamment au moment de la classe virtuelle, pour favoriser les échanges. Ces difficultés aussi dans la mise en place d'un signalement, c'est pas de connaître les définitions et le circuit, mais concrètement, comment on fait pour le mettre en place. Là, comme votre CPTS avait un projet très spécifique qui va vous être présenté après, ce qu'on a proposé, ce dont on a convenu, c'est qu'on pouvait vous ouvrir une session spécifique pour les professionnels collaborant avec la CPTS capacité, parce qu'il y avait vraiment ce levier voilà, dans la mise en œuvre d'un circuit spécifique. Donc, cette séance spécifique capacité sera tenue en février, mais on rouvre la session inter-CPTS en avril et juin. Le lien vous parviendra par votre CPTS, en tout cas. Et puis donc cette deuxième formation, donc qui va un petit peu plus loin, hein, analyser les événements indésirables. Donc là, c'est quand on a recueilli un événement et qu'on souhaite l'analyser, et bien que vous soyez capable de dérouler la méthode d'analyse systémique, qui est la méthode que l'on vous propose quand on vient vous accompagner sur site pour une analyse. Et donc là aussi, une partie e-learning, une partie en classe virtuelle qui permet les échanges et avec une fenêtre d'ouverture plutôt sur l'automne. C'est vrai qu'encore une fois, ces fenêtres d'ouverture, elle a pour but de permettre à davantage de professionnels de se connecter et vraiment permettre un partage d'expérience lors de la classe virtuelle. Alors, par rapport à la demande qu'on avait pu... Oui, Manu? Par rapport à la demande qu'on avait pu avoir pour aujourd'hui, on a ajouté quelques diaporamas sur les événements indésirables associés aux soins, des petites notions clés, des petits rappels que peut-être certains connaissent, mais donc on va dérouler quand même ensemble aujourd'hui. Et du coup, qui sont ceux développés dans nos e-learning, particulièrement dans le premier sur détection et signalement. Alors, il me semblait quand même intéressant de remettre le cadre, de s'interroger pourquoi il est intéressant de se questionner sur les événements indésirables en médecine de ville. Alors, il existe des études qui ont été faites, mais qui datent, hein, 2009, l'enquête ENEIS 2, et 2013, l'enquête ESPRIT. Il devait y avoir une enquête nationale sur les trois champs sanitaires, médico-social et ville qui a été faite sur le sanitaire, mais pas sur les autres champs, parce que elle est tombée en pleine période Covid. Et puis, il y avait des problématiques d'accès aux bases de données de la CPAM pour contacter les médecins libéraux, en tout cas médecine de ville. Donc, on fait état quand même de ces éléments-là. Le ministère, quand même, a cette volonté de la reconduire, mais voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que, enfin, intéressant, interpellant, c'est que dans ces études,
pour moi, me frappe, c'est voilà, l'identification d'un événement indésirable associé aux soins tous les 2 jours en médecine de ville. On n'est pas forcément sur des graves, hein, et on est aussi sur les éléments liés aux erreurs, voilà, qui sont détectés, les presque accidents aussi qui ont pu être évités. Mais ce chiffre peut être interpellant. C'est-à-dire que, voilà, dans notre pratique quotidienne, on aurait matière à identifier des événements qui seraient intéressants d'analyser pour améliorer et sécuriser les pratiques. Alors, Hélène évoquait quelques éléments, par exemple, dans le retour d'expérience qui va être fait prochainement là, autour de défauts de communication entre services, etc. On voit que lorsque ces études ont été conduites, euh, des analyses de causes ont été recherchées et on voit des erreurs de vigilance, des erreurs de connaissance, des problématiques de traçabilité d'informations qui vont nuire à la communication. Euh, mais on voit également dans l'enquête de 2013 que si la communication a une place importante, hein, c'est 21% d'événements qui ont été analysés, les problématiques d'organisation sont aussi un facteur majeur qui va amener la survenue d'événements indésirables. Alors, on a repris aussi quelques éléments de définition quand même sur les événements indésirables. Donc, si on reprend la source de la HAS, la dernière définition qui nous est donnée sur l'événement indésirable, c'est les situations qui s'écartent de procédures ou de résultats escomptés dans une situation habituelle et qui est ou qui serait potentiellement source de dommages. En fait, on peut traduire ça par toute situation qui a eu ou non un impact pour le patient, pour la sécurité ou sa santé. Quand on fait là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'événement indésirable associé au soin. Donc, le soin, il le précise comme survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement. Donc, c'est vrai que l'associé au soin, si on est strictement au sens du soin, ça nous paraît assez restrictif. Pour autant, quand vous travaillez donc tous ensemble autour du patient et notamment l'accompagnement à domicile et en ville, ce qui est vraiment important, c'est cette définition sur tout événement qui peut ou qui aurait pu avoir un impact pour le patient sur sa santé ou sa sécurité, et un événement qui serait quand même intéressant de creuser pour éviter que ça se reproduise, ou si jamais ça se reproduit, pour éviter que les conséquences ne soient trop importantes. Et quand on dit événement qui a eu ou qui aurait pu avoir, ça fait écho au presque accident, donc situation dans laquelle les écarts ou anomalies à l'origine d'accidents ont été décelés avant d'impacter le patient. Donc là, c'est l'idée de se dire, bah, je me rends compte de mon erreur, je corrige, et du coup, il n'y a pas de conséquences. Et ben, ces événements-là, ils seront aussi intéressants à signaler dans le cadre de votre circuit au sein de votre CPTS, parce que certes, aujourd'hui, il n'y a pas eu de conséquences parce que vous l'avez rattrapé, mais peut-être que votre collègue, dans d'autres conditions, eh ben, il aurait fait l'erreur, ou peut-être que vous, demain, vous auriez fait l'erreur. Donc, même ces presque accidents, ils sont aussi intéressants à signaler et de s'y intéresser. Et puis, la notion de la gravité, donc au sens vraiment des décrets, les graves, c'est quand les événements indésirables associés aux soins ont pour conséquence le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale. C'est aussi l'idée de se dire qu'on n'attend pas que les événements soient vraiment graves pour s'intéresser à cette thématique et commencer à promouvoir cette démarche-là et mettre en place des actions. Alors, on a remis aussi ici un petit schéma qui est le schéma de Reason. Alors, peut-être que vous connaissez, hein, quand on s'intéresse aux événements indésirables et à leur analyse, on tombe souvent sur ce schéma. Donc, un schéma qui nous montre que dans nos systèmes de santé, on a différentes barrières. On a mis en place différentes barrières à différents niveaux. Au niveau des organisations, des conditions de travail, on a du matériel, on a des protocoles, on a des soignants qui sont formés. Et quand survient un événement indésirable, c'est qu'en fait, il y a eu des failles à plein d'endroits de notre système. En fait, il y a eu des défaillances à tous les niveaux qu'on peut appeler aussi les plaques, représentées ici par les différentes bulles. Et donc, l'idée, c'est de s'interroger sur l'événement indésirable. Alors, ce qu'on peut dire aussi,
c'est qu'un événement indésirable, dans la majorité du temps, il y a une cause immédiate. Et que malheureusement, la cause immédiate, c'est souvent une erreur individuelle. Et que du coup, les événements indésirables, ça peut être aussi inconfortable d'y travailler parce qu'on va démarrer par une erreur individuelle. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est de prendre appui sur cette erreur pour aller interroger le système. Parce que si on a commis cette erreur-là, c'est certainement qu'en amont, dans le système, il y a eu des défaillances. Et donc, l'objectif de l'analyse, ça va être de creuser les différentes défaillances pour comprendre pourquoi ça a dysfonctionné et pouvoir proposer des actions qui permettront demain à ce que je ne fasse plus l'erreur ou que les collègues ne fassent plus les erreurs. Donc, c'est vraiment l'idée de s'appuyer sur cette cause immédiate et cette erreur pour aller creuser ensemble, en équipe, comprendre pourquoi et éviter que ça se reproduise. Donc là, c'est une représentation graphique qui permet de nous dire, donc ça va commencer par un signalement, hein, via la fiche de signalement et le système qui vous sera présenté juste après. On essaie de comprendre donc via l'analyse, on agit en proposant des actions d'amélioration et puis on partage ces analyses et ces actions peut-être au sein de la CPTS parce que si vous peut-être vous décidez de changer de matériel ou de proposer un nouveau protocole, et ben c'est comment on va communiquer auprès des collègues sur cette nouvelle démarche, ces nouvelles actions, ce nouveau protocole. Et puis le partage, il peut aussi être vu au niveau régional. Nous, au niveau de l'ERAGE, on a parlé donc des fiches partage, on peut produire des fiches partage. Et au niveau national, quand ils récoltent les déclarations des différentes structures, ils peuvent proposer des recommandations de bonnes pratiques. Donc, toute cette démarche, elle s'inscrit dans un petit parcours donc, qui passe de la détection. Donc, vous, en tant que professionnel de santé, vous allez détecter les événements indésirables. Vous pourrez donc les signaler à partir du circuit qui vous est proposé dans votre CPTS. Ensuite, il y a un tri, hein, parce que l'idée, ce n'est pas non plus d'analyser tous les événements indésirables, mais on va analyser les événements indésirables, peut-être plutôt les graves, ou plutôt fréquents, ou ceux pour lesquels on sent qu'on a vraiment un potentiel d'amélioration. Ces événements qu'on analyse, on propose des actions avec un suivi des actions pour voir à quelle échéance elles ont pu être mises en place. Et puis, on communique sur cette démarche. Ça fait vraiment partie d'une démarche apprenante. Et puis, cette dernière diapo pour rappeler l'obligation de signalement. Hein, en tant que professionnel de santé, on a cette obligation de signaler les événements indésirables graves associés aux soins à l'ARS. Cette déclaration, elle passe par le portail national de signalement. Donc, c'est une obligation qui incombe à tout professionnel de santé. Toutefois, à partir du moment où vous avez mis en place un circuit, donc on le voit, c'est mis en place maintenant dans les structures de santé, les structures médico-sociales, et c'est ce que vous allez là mettre en place dans votre CPTS. L'idée, c'est que la déclaration soit faite collectivement sur validation de la CPTS et qu'il y ait une personne qui puisse déclarer ces événements indésirables graves associés aux soins. Encore une fois, l'idée n'est pas de tout déclarer dans ce portail-là, mais la définition nous dit bien les graves associés aux soins. Donc voilà, j'arrive au bout du diaporama. Je vais arrêter le partage. Voilà, donc si Merci vous pour avez des... cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, on pourrait peut-être prendre une ou deux là tout de suite, parce que je vois rien sur le chat, mais voilà, s'il y a des observations. Sinon, on peut enchaîner peut-être avec la présentation de Sabrina et puis se laisser un petit temps à la fin pour les questions-réponses, si ça vous va. Parfait. Allez, c'est parti. Merci, merci pour votre présentation en tout cas. Donc, pour aller plus loin, moi, je vais vous faire la présentation vraiment au sein du circuit qu'on a souhaité mettre en place au sein de notre CPTS Capacité, donc sur le territoire de Besançon et Grand Besançon. Et donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon, ça C'est marche. tout bon? Ouais. Donc voilà.
Donc, pour rappeler un petit peu ben, l'historique, pourquoi on en est venu à ce circuit de déclaration des événements indésirables, toutes les CPTS ont dans leur mission 2 l'organisation du parcours pluriprofessionnel autour du patient. Pour notre CPTS, on a fait le choix de travailler en groupe de travail hein, avec l'ensemble des professionnels de santé lorsqu'on a mis en place le projet de santé de la CPTS Capacité. On s'est orienté vers le fait de pouvoir fluidifier les entrées et sorties d'hospitalisation, puisque c'était un sujet voilà assez complexe et qui intéressait l'ensemble des pros de santé qui ont participé aux différents groupes de travail. Donc, dans cette action-là, pour commencer, on est parti sur l'idée de créer des supports, deux supports, parce que on s'est rendu compte dans les échanges avec les pros de santé que il y a beaucoup de dispositifs qui existent dans le cadre des entrées et sorties d'hospitalisation et que finalement ils sont souvent méconnus des professionnels de santé. Donc, on a eu l'idée de créer un annuaire de tous ces dispositifs qui existent en tout cas sur notre secteur, parce qu'on a aussi quelques dispositifs expérimentaux qui sont vraiment que sur le secteur de Besançon. Et donc, pour parler de ces dispositifs, on a créé un flyer que vous voyez à l'écran, donc qui s'appelle Entrée et sortie d'hospitalisation. Donc ce petit flyer reprend l'ensemble donc des dispositifs existants sur notre territoire pour vous aider lorsqu'il y a une sortie d'hospitalisation principalement. Donc à l'aide du QR code que vous voyez ici, voilà, vous arrivez sur la page suivante. Je vais vous montrer un exemple de page. Alors c'est tout sur notre site internet, mais je vous montrerai tout ça à la suite. Donc vous arrivez, quand vous flashez le QR code, vous arrivez sur cette page et là vous pouvez voir une partie des dispositifs. Alors là c'est pour les personnes âgées dépendantes ou en situation complexe. Ben, on a d'autres icônes si vous voulez. Et donc là, par exemple, on parle des services d'aide et de soins à domicile, du dispositif d'appui et de coordination, de l'équipe mobile territoriale de gériatrie, du CRT. Et pour chacun de ces dispositifs, donc quand vous cliquez sur le dispositif, vous avez les informations du dispositif. Dans quel cadre, quel but, quelles actions et quel déploiement. Et on a choisi de faire ça de manière sur notre site web, c'est pour pouvoir remettre à jour régulièrement ces informations-là. Donc, à l'aide de votre QR code, nous, on va déployer vraiment ce flyer à l'ensemble des professionnels de santé de notre territoire. Et à l'aide du QR code, on pourra remettre à jour chaque année et vous pourrez voir les dispositifs, les nouveaux dispositifs existants, etc. On a poursuivi avec un deuxième flyer, alors plutôt cette fois-ci à destination des usagers, puisque dans le cadre des entrées et sorties d'hospitalisation, on s'est dit ben, quel est le meilleur acteur de la santé? Eh ben, ça va être justement l'usager. Il faut qu'il soit aujourd'hui acteur de sa santé et ne pas toujours attendre du professionnel de santé de mettre en place tout ce qu'il faut pour l'hospitalisation. Donc, on a créé ce flyer qu'on est en train aussi voilà, de présenter dans les différentes structures pour, c'est un guide de l'usager pour préparer vraiment son hospitalisation, pour avoir un parcours plus serein et en fait anticiper l'hospitalisation. Donc, comme on voit sur le flyer, on a une étape avant votre hospitalisation, donc parler avec votre médecin traitant. On remet bien au centre aussi le médecin traitant, mais aussi toutes les équipes soignantes, infirmières, kinés, qui travaillent autour du patient. Réunir les documents nécessaires. Donc là, on leur conseille d'avoir une petite pochette où ils mettent au fur et à mesure les documents. Comme ça, le jour où il y a une hospitalisation un peu urgente ou si c'est quelqu'un qui est régulièrement hospitalisé, eh ben, il a juste à prendre sa pochette et il a toutes les informations en amont. Lorsque c'est des hospitalisations programmées avant l'opération, pouvoir échanger avec le spécialiste, poser les bonnes questions et puis contacter pour la suite les mutuelles, voilà, pour savoir un petit peu les aides dont on peut bénéficier. Et on a pendant l'hospitalisation, toujours parler, questionner, hein, l'équipe soignante.
et le fait de ne pas hésiter à se faire aider par le service social si besoin. Parce qu'on s'est rendu compte aussi à l'hôpital, tous ces flyers ont été travaillés avec le groupe de travail hein, sur ce sujet, et si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs. Et du coup, en fait, donc on s'est rendu compte que bah, parfois les professionnels de santé, lors de l'hospitalisation, pensent pas forcément à saisir le service social de l'hôpital, et qui mieux, encore une fois, que la personne hospitalisée pour dire, ou sa famille, pour dire, attendez, là il y a des difficultés au moment du retour, on aurait besoin de voir le service social. Donc voilà, on sensibilise à tout ça. Et on sensibilise à la fin de l'hospitalisation sur le fait de l'ordonnance de sortie et du courrier de sortie qui n'est pas toujours transmis. Enfin, il y a un temps, il y a un délai d'accès pour le médecin traitant et l'équipe traitante autour du patient. Donc, on sensibilise pareil l'usager à cela pour qu'il pense vraiment à signaler à son équipe traitante qu'il a été hospitalisé, qu'il va sortir, qu'il a des nouvelles ordonnances. Et puis aussi, ben, dans ce groupe de travail, ce qu'on nous a fait remonter à l'hôpital, c'est que souvent, surtout dans le cadre des urgences, ils n'ont pas forcément les coordonnées du médecin, de l'infirmière, du kiné, du pharmacien. Et donc, on a rajouté dans notre petit flyer, comme vous le voyez ici, alors là, je vous ai mis un côté, et là, c'est l'autre côté du flyer. Donc, on peut voir le nom, prénom, numéro de sécu, mutuelle. Donc, c'est ce qui manque, hein, c'est ce qu'on nous a demandé de rajouter infirmière, médecin traitant, infirmière, pharmacien, personne à prévenir et numéro de téléphone. Et ce petit flyer, ce petit document, donc, est à découper et on notifie bien que ces coordonnées remplissez, gardez ce coupon avec votre carte vitale et mutuelle, ce qui permet, voilà, lors d'une hospitalisation un petit peu en urgence, aux professionnels de santé qui accueillent la personne, bah, d'avoir, ces petites informations. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter nos premières actions dans ce cadre-là. Et on s'est dit, on va aller plus loin et donc on va aller sur la déclaration des événements indésirables dans le cadre principalement, on va dire, des sorties d'hospitalisation. Puisque dans ce groupe, en fait, on nous a vraiment évoqué toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir. Alors, on avait l'exemple de l'infirmière qui finalement a pas l'ordonnance pour les soins parce que l'ordonnance a été remise au pharmacien pour avoir le matériel et donc elle ne sait pas combien de pansements elle doit réaliser, à quelle fréquence, etc. On a des échanges de pharmaciens qui, eux, pareil, ben, connaissent pas le pansement, donc ils ont une étiquette, bah voilà, il faut délivrer des pansements de telle taille et finalement c'est pas du tout adapté à la taille du pansement, etc. Enfin, des difficultés un petit peu comme ça, comme on l'a signalé là, qui peuvent entraîner des effets indésirables parce que ça peut retarder la prise en soin, où l'infirmière elle va pas avoir forcément le matériel nécessaire. Donc ça, ce sont des événements indésirables qui sont liés aux soins. On ne parle pas, nous, ici, d'événements indésirables graves comme nos collègues vous l'ont présenté, qui sont à signaler sur la plateforme. Cela dit, si vous voulez faire remonter à votre CPTS, c'est possible aussi, bien entendu, au contraire. Mais nous, voilà, on souhaitait vraiment mettre en place un circuit pour améliorer, si vous voulez, la prise en soin des personnes en sortie d'hospitalisation. Donc, on reprend ici pourquoi signaler les événements indésirables. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est sécuriser les patients en sortie d'hospitalisation, peut-être aussi éviter des réhospitalisations. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des événements indésirables. Euh, comment, euh, Comment vous avez dit, le deuxième événement indésirable, donc risque d'hospitalisation. Les Hélène, presque accidents. risque accident, presque accident, Presque voilà, c'est accident, ça. oui. Excusez-moi. Le presque accident, bah, c'est pas parce qu'il y a eu un presque accident que l'accident n'a pas été là qu'il faut pas le signaler. Parce que finalement, il peut se reproduire. Donc, au contraire, c'est important de pouvoir signaler cet événement indésirable pour pouvoir justement sécuriser au cas où d'autres sorties d'hospitalisation. C'est aussi pour mieux collaborer, renforcer le lien entre la ville et l'hôpital et les cliniques de notre territoire. Et agir en professionnel responsable, hein, bon, ça on l'a montré aussi, c'est montrer notre engagement pour la qualité et la sécurité des soins.
faire évoluer nos pratiques, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ben voilà, c'est nourrir une réflexion autour de cet événement et se dire bah, comment on pourrait améliorer pour que ça n'arrive pas à nouveau. Et puis valoriser l'expertise collective, hein, puisque c'est vraiment faire progresser le système de soins tous ensemble. Donc voilà, vraiment, c'est important pour nous de travailler sur ce circuit. Alors, comment on a fait, nous, à la CPTS? Donc, on s'est mis en lien avec les différentes structures qui sont quand même le CHU Mingeot, qui est une grosse structure. Donc, ça ne concerne pas là que la CPTS Capacité, puisque le lien a été fait également lors de nos différentes réunions en inter-CPTS pour les CPTS du groupement du GHT. Donc, voilà, c'est aussi une possibilité en inter-CPTS. Donc, comment signaler l'événement indésirable à la CPTS, hein? On ne parle pas de la plateforme ARS, c'est vraiment à votre CPTS. Donc, en fait, il faut télécharger et remplir le formulaire dédié que je vais vous présenter par la suite. Ce formulaire, il sera à transmettre à l'adresse sécurisée de la CPTS qu'on a créée vraiment, voilà, dans le cadre des événements indésirables pour que tout soit sécurisé. Donc, c'est une adresse MS Santé. La troisième étape, c'est nous, à la réception de cet événement indésirable. On s'est mis en lien avec donc les cliniques et le service de l'hôpital qui est géré par le docteur Blasco, coordinateur de gestion des risques liés aux soins. Et donc, on va transmettre ces événements indésirables. Et ensuite, à la lecture de ces événements indésirables, le choix sera fait par les structures d'organiser une cellule d'analyse. Donc, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, hein, l'ensemble des événements indésirables ne vont pas être traités en cellules d'analyse, mais vraiment, et ils nous l'ont dit aussi au niveau du CHU, lorsqu'un événement indésirable sera redondant, plus il y aura d'événements indésirables, par exemple sur un service avec des choses précises, ce sera revu au niveau des services et en équipe pour améliorer le parcours de soins et dire, là, il y a une difficulté, je vous donne un exemple. S'il y a une fiche de liaison qui ne parvient jamais dans tel service aux professionnels de santé libéraux, eh ben on va le faire remonter et au niveau de cette cellule de gestion des risques de l'hôpital, ils vont faire remonter au service et on va pouvoir y faire évoluer les pratiques. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite aujourd'hui. Et on peut, nous aussi, CPTS, dans le cadre, si vous souhaitez vraiment qu'un événement indésirable soit traité, eh ben, faire appel donc à l'équipe RH pour leur demander de nous aider dans cette analyse, voilà, de cet événement indésirable. Donc, c'est vraiment le circuit mis en place. Donc là, je vous présente un petit peu le formulaire de déclaration. Donc, il faut toujours avoir le nom, prénom, enfin, c'est toutes des informations qu'il faut absolument avoir dans le cadre de la déclaration. Donc, la personne déclarante, bien entendu, l'intitulé de l'événement, date, heure, lieu de survenue. On va pas mettre ici le nom du patient parce que même si on est en sécurisé, ce qui nous intéresse, c'est quand même de faire évoluer les pratiques. S'il y a besoin par la suite d'une analyse, le professionnel sera contacté pour avoir le nom du patient. Mais là, on parle de l'intitulé de l'événement qui y concerne et la description de l'événement avec les conséquences immédiates et les actions qui ont été mises en place. Ensuite, on va estimer un petit peu la gravité de cet événement indésirable et la fréquence estimée de l'événement indésirable. Donc ça, c'est pareil, c'est important de le signaler, mais si vous allez à la formation e-learning, ça vous sera tout expliqué. Donc c'est important de signaler ces événements et voilà, de pouvoir évaluer la gravité et la fréquence pour améliorer les pratiques. Donc ces infos que je viens de vous présenter, vous les retrouvez aujourd'hui dans la boîte à outils de notre CPTS, donc sur notre site internet. Donc vous voyez l'adresse ici www.cpts Capacité. Donc on a une boîte à outils qui est actuellement en bas de la page de notre site internet. Donc on est en cours voilà, pour que ça soit un petit peu plus facile d'utilisation. Le site, on le fait toujours évoluer aussi grâce à la personne qui gère donc la communication, qui est Julie Blanchard, dans notre équipe. Donc elle nous aide pour le site internet et on a mis en place donc cette boîte à outils CPTS
Et ici, vous pouvez retrouver un petit peu tous les outils, dont la déclaration de l'événement indésirable. Donc, quand vous cliquez sur la déclaration des événements indésirables, vous allez retrouver donc à peu près cette page-là qui vous reprend un petit peu quelles sont les étapes. Et quand vous cliquez sur télécharger le formulaire, ben vous tombez sur le formulaire. Et après, vous nous le transmettez donc via la MS Santé sur notre adresse CPTS sécurisée. Donc toutes les informations sont voilà sur déclarer un événement indésirable. Et vous retrouvez donc le guide d'entrée et sortie d'hospitalisation sur l'onglet ici aussi, si vous voulez y accéder sans QR code. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le circuit de la CPTS. Donc j'espère que j'ai été relativement claire. On va beaucoup communiquer sur ce circuit. Je sais bien que le webinaire est enregistré, mais ça ne suffira pas. Donc on est en train de voir au niveau de la communication. On aura sûrement un petit film, peut-être de 2-3 minutes, qui reprend un petit peu le circuit. Peut-être qu'on va créer aussi un flyer. Voilà, ça c'est en cours. Là, c'était le premier contact avec vous, professionnels de la santé, pour vous informer de ce circuit qu'on vient de mettre en place dans notre CPTS. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce circuit. N'hésitez pas, c'est le moment de prendre la parole, justement. Merci Sabrina pour la présentation. Donc, là, on a peu de participants, mais En tout cas, une réaction extérieure. Enfin, moi, ouais, je peux que se réjouir du développement. C'est pas simple, hein, mettre en place un système de circuit de signalement. Nous, on l'a connu en tant que qualiticien dans les établissements de santé. Ouais. On a vu la difficulté. Mettre ce type de système sur une activité de ville et de CPTS, c'est déjà une belle étape. Le travail que vous avez initié, voilà, le rapprochement avec le secteur hospitalier, c'est aussi déjà une Oui, démarche plus que, ça a été une grosse étape. voilà. On a commencé, on a validé en effet l'étape avec le Chuminjo au mois de février l'année dernière. Voilà. Après, il a fallu voilà tout mettre en place derrière. Hein. C'est des actions qui prennent du temps, mais on doit aussi reprendre contact encore avec les cliniques. Mais voilà, ça avance. C'est pour ça qu'on a pris le temps de bien ficeler, on va dire, le circuit avant de vous le présenter. Et maintenant, bah, l'action, ça va être vraiment que cet outil soit utilisé par les professionnels de santé. Donc, n'hésitez pas à communiquer autour de vous. En effet, vous n'êtes pas beaucoup connectés, pas nombreux connectés aujourd'hui. Donc, il faut en parler, il faut pas hésiter. Le webinaire est enregistré et sera visible sur notre site internet. Donc, pas hésiter, pareil, à le regarder. Et nous, bien sûr, on va communiquer sur ces actions-là. Et donc, comme l'a dit aussi Monsieur Seyé, la possibilité d'être formé sur les événements indésirables. Donc, il suffira de s'inscrire à notre adresse CPTS contact pour que moi je fasse le lien pour cette classe virtuelle. Alors moi, pour l'avoir fait, hein, c'est vraiment rapide, c'est intéressant, ça va droit au but. Il y a des exemples, donc je trouve que c'est une très bonne approche. Et la classe virtuelle pour échanger ensuite est très intéressante. Ça prend pas tant de temps. En plus, comme c'est une classe virtuelle, on le fait quand on le veut, quand on a du temps, enfin tout le e-learning. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous inscrire. Mais on va faire aussi un lien et une annonce via la liste de nos adhérents pour vous informer sur tout ça. C'est vrai que comme le disait Emmanuel, dans les établissements de santé, ça a mis du temps à prendre, hein. Donc vraiment, et vous ferez pas d'erreur à signaler un événement indésirable. Ensuite, c'est à la réception, l'équipe qui reçoit fera le tri sur l'intérêt ou non de déclarer, de déclencher l'analyse. Mais vous ferez pas d'erreur à signaler. Et puis aussi, peut-être appuyez-vous sur des soignants qui ont travaillé dans des établissements de santé. J'en profite pour saluer Hélène Bigot, que je vois connectée, avec qui j'ai pu travailler. Mais il y a des professionnels qui sont issus des établissements et qui connaissent du coup les circuits et l'intérêt et les méthodes d'analyse. Donc voilà, ça peut être des ressources intéressantes. Bah, je Oui, pense que bonjour. l'autre. Linda Coll. Linda. Bonjour. Déjà, je vous remercie moi pour cette présentation. Alors, je connaissais le RECA et j'avais pu, alors pas dans le cadre du DAC, mais
pouvoir avoir l'appui donc de l'ERAGE dans le cas d'un poste en EHPAD. Donc, je connais bien et ça a été vraiment une expérience intéressante. Et aujourd'hui, bah, moi, on avait aussi un peu participé, Sabrina, au groupe, tu Oui. sais, sur les entrées-sorties. Donc, c'est vrai que pour nous, au DAC, ce qui est important dans les situations complexes, hein, on a en effet beaucoup de constats, hein, parfois que l'on peut faire lors des sorties, et c'est important aujourd'hui de pouvoir être en effet, de pouvoir repérer, mais aussi de pouvoir un petit peu plus peut-être analyser, peut-être un peu mieux, parce qu'on passe souvent un peu vite dessus, et peut-être qu'on s'attarde pas assez hein, sur comment dire cet événement indésirable et comment en effet on pourrait réfléchir pour que ça ne se reproduise pas autant, quoi. Et Mm. c'est vrai qu'on a souvent tendance à tout de suite pallier à ce que l'on peut pallier et à pas forcément s'attarder à la réflexion. Et je dirais également aujourd'hui, alors nous, par exemple, au sein du DAC, ça a peut-être aussi de travailler un petit peu plus le développement de cette culture qualité Mm. euh, à partager, d'être moins dans, je dirais, quelque chose d'un peu plus isolé, quoi. Voilà. Mais je n'avais pas notion, par contre, en effet, des formations e-learning. Donc ça, je trouve ça, voilà, très intéressant. Merci. Merci, Linda. Peut-être une question justement on parlait beaucoup de la déclaration des événements indésirables dans le cadre de ce circuit CPTS par les professionnels de santé. Est-ce qu'il y a une place pour les non-professionnels de santé, les autres pros qui accompagnent le patient? Comment ils pourraient prendre part et utiliser cet outil? Alors, tout à fait, hein, c'est un outil qui peut être, parce que tout le monde peut déclarer un événement indésirable et notre CPTS, depuis le début, est ouverte aux usagers. Donc, un usager en sortie d'hospitalisation pourrait faire une déclaration aussi d'événements indésirables que nous, on pourrait faire remonter également. Après, pour tout ce qui est professionnel du domicile, type aide à domicile ou autre, je pense que c'est important peut-être qu'ils fassent remonter à leur responsable de secteur ou autre, voilà, un petit peu les informations et que peut-être, voilà, dans les structures d'aide et de soins à domicile, il y a quelqu'un qui nous fasse remonter à nous CPTS. C'est vrai, il faut aussi peut-être, en effet, qu'on communique auprès de ces structures d'aide et de soins à domicile. Ça peut être intéressant. Au niveau du DAC, ben pareil, si vous avez peut-être qu'il y ait une personne qui fasse remonter les fiches, enfin je sais pas. Voilà, ça c'est peut-être des circuits qui restent encore à construire, mais on est ouvert et puis le but c'est que ça évolue, en effet, c'est que ça évolue. Mais nous, on va recevoir l'ensemble des événements, on ne les traitera pas tous. On répondra bien entendu qu'on a bien reçu l'information. Et il faut que les personnes il faut pas hésiter si vraiment, voilà, moi j'ai déjà été sollicitée à plusieurs reprises par quelques médecins qui souhaitaient déclarer des événements. Voilà, il faut pas hésiter si vous souhaitez qu'il y ait une analyse mise en place parce que vraiment ça perturbe. Nous on fera appel voilà à l'RH pour pouvoir échanger autour de cet événement pour que ça puisse évoluer. Donc oui, oui, ça peut s'ouvrir et ça va évoluer, je pense. Voilà, on est qu'aux prémices, hein, Mhm. puisque voilà, Ouais, c'est le toujours sur ce début. principe d'ouverture et d'évolution de l'outil, on l'a mis en lien principalement avec les sorties d'hospitalisation. C'était Oui. le point de départ, me semble-t-il, de, du lancement, voilà, de cette démarche. Est-ce que les pros de santé isolés ou sur des événements qui ne sont pas forcément en lien avec une entrée ou une sortie d'hospitalisation pourraient être déclarés? Enfin, j'imagine que oui, mais Bah oui, ils c'est bien. peuvent, hein, ils peuvent. Nous, notre action, notre projet de santé, c'est vraiment pour fluidifier les entrées et sorties d'hospitalisation. Après, bien sûr, on reste CPTS, on s'adresse à tous les pros. Si c'est pas en lien avec une structure, l'événement indésirable peut être également signalé. Et là encore, on fera appel au RECA s'il y a besoin qu'il soit étudié. Et personnellement, on va peut-être aussi se former, nous créer une cellule au sein de la CPTS. Ça, c'est encore des évolutions qui sont possibles. Voilà, on va voir un petit peu, ça dépendra aussi du nombre de déclarations qu'on aura. Mais je pense que, voilà, clairement, là, moi, je voulais présenter dans le cadre des entrées et sorties d'hospitalisation. Mais si vous allez sur le site et sur la boîte à outils,
finalement, c'est déclarer un événement indésirable, vous déclarez l'événement que vous souhaitez déclarer. Donc ça s'ouvre à tout événement indésirable. Très bien. Bon, ben merci. Bah, peut-être s'il n'y a pas d'autres interventions, voilà, on pourrait peut-être clôturer là. Juste saluer aussi le travail Ouais, qui a été fait sur la préparation de la sortie. Et le DAC leur prenait aussi, hein, ces éléments, et vous évoquez particulièrement la formalisation des documents, la communication, l'explication, etc. Sur les Et flyers. ça fait tout à fait sens avec ce qu'on travaille par ailleurs avec vous sur le parcours insuffisance cardiaque avec la méthode patient traceur, puisqu'on formalise des éléments de parcours et on réinterroge ce qui a pu être voilà, C'est communiqué ça. au patient, comment ça a été expliqué et quelle est la communication interprofessionnelle. Donc, je trouve que ça fait un joli package. C'est vrai. Et donc, en effet, dans cette mission 2, pour notre CPTS, il y a les entrées et sorties d'hospitalisation. Et la deuxième action, c'est repérer les signes d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est nos deux missions principales dans cette mission-là pour la CPTS Capacity. En tout cas, bah, merci très beaucoup pour bien. votre intervention. Et puis, notre Merci à vous. prochain webinaire sera au mois de mars, le troisième jeudi de mars, et on communiquera sur la thématique dès qu'on aura tous les intervenants. Merci à toutes et Merci à à tous. vous. Merci aux participants. Puis à la prochaine. À bientôt, merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.